Jacques Sapir, professeur d'économie, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, membre associé, ou membre à titre étranger plus précisément, de l'Académie des sciences de Russie, spécialiste de la Russie, de la monnaie, mais aussi des questions stratégiques. Alors, il y a plusieurs ponts, en fait. Il n'y en a pas un. Tout d'abord, le fait que j'ai travaillé sur les questions stratégiques. En fait, j'ai été expert civil travaillant pour des organismes du ministère de la Défense de 1988, même un petit peu avant, de 1987 jusqu'à 2003. Ça, c'est une première chose. Et donc, évidemment, j'ai été amené à me pencher sur la stratégie. D'abord, la stratégie soviétique, puis globalement les problèmes de stratégie, même si une grande partie de ce que j'ai écrit à l'époque n'a pas été, et ça peut se comprendre, publié. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la stratégie, en fait, ça pose la question du pourquoi. Or, beaucoup d'économistes, je ne dis pas tous, mais disons, les économistes dits orthodoxes, ceux du courant dominant, se posent essentiellement la question du comment. Et il me semble qu'on ne peut pas répondre à cette question du comment si on ne commence pas à se poser la question du pourquoi. Or, qui dit pourquoi, dit définir les fins et les fins ultimes, définir aussi l'échelonnement des choses dans une trame temporelle. On voit bien qu'on n'atteint pas un but en un seul saut, il faut plusieurs types de sauts ou plusieurs types de pas pour atteindre ce but, et ça, c'est très précisément ce qu'est la stratégie. Un troisième point, un collègue russe, que je cite d'ailleurs dans ce livre, Vladimir Kvint, a fait remarquer de manière extrêmement pertinente qu'il y avait, lié d'ailleurs à la prégnance de l'économie dominante ou des économistes dominants plus précisément sur la sphère économique, il y avait eu une perte de la pensée stratégique ces dernières années. Alors perte de la pensée stratégique chez les politiques, chez les économistes, chez les gestionnaires, mais aussi, et c'est peut-être un petit peu plus grave, chez une partie des gens qui sont censés faire de la stratégie, voire des militaires. Et ça s'est vu de manière particulièrement évidente dans la manière dont la pandémie du Covid-19 a été gérée en France. C'est tout à fait évident. Pour faire la guerre, il faut d'abord amener des hommes, de quoi les nourrir, de quoi les armer, du matériel, bref. Certains généraux l'ont reconnu très vite. On cite très souvent, alors ça fait partie des aphorismes qu'il y avait dans les carnets du général Rommel. Il disait « Chaque endroit où les alliés, donc les anglo-américains, anglo-franco-américains, réussiront à atteindre notre territoire par la voie des mers, nous serons battus à cet endroit-là. » Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que la puissance logistique des alliés écrasait de loin les capacités tactiques, même brillantes, des armées de l'Axe. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut globalement généraliser. La logistique, c'est d'une certaine manière l'art d'amener ce dont on a besoin, là où on en a besoin, quand on en a besoin. Et c'est justement ce qui nous a manqué dans l'épidémie du Covid-19. Alors tout d'abord, ça traduit très certainement un biais professionnel. Dans mes travaux pour le ministère de la Défense, j'ai été amené à regarder les leçons que les Soviétiques, puis les Russes, mais aussi les Américains, mais aussi les Britanniques, avaient tirées de la Seconde Guerre mondiale. Et évidemment, ça m'a conduit à faire des recherches particulières sur cette question, disons, à approfondir ma connaissance de ce qui s'était passé lors de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la Seconde Guerre mondiale présente ceci d'important, je dirais de particulier par rapport à notre période actuelle, c'est qu'elle est à la fois une guerre industrielle, et il n'y en a pas eu tellement de guerre industrielle. On peut dater le début de l'industrialisation de la guerre
à la guerre de sécession, et donc ça nous ramène au milieu du 19e siècle, hein, c'est 1860, le début de la guerre de sécession. Ça a été surtout évidemment la Première Guerre mondiale, mais au-delà d'une guerre industrielle, c'est aussi une guerre qui met en branle les trois éléments, la terre, la mer et l'eau. Et ça, c'est quelque chose de radicalement nouveau. La Seconde Guerre mondiale permet de penser justement la bataille à trois dimensions, celle qui combine le côté terrestre, le côté aérien et le côté maritime. Alors, c'est extrêmement important dans une pensée stratégique d'avoir cette compréhension de ces trois espaces qui posent chacun des problèmes particuliers parce qu'on ne peut pas égaliser ou on ne peut pas tirer un trait d'égalité entre ce qui se passe sur le terrain terrestre avec ces frictions, la géographie, l'importance de la géographie, ce qui se passe sur le terrain naval et ce qui se passe sur le terrain aérien. Alors, je ne pense pas. Et il y a deux choses qui m'ont un petit peu choqué. Alors, la première, c'est quand il utilise justement ce mot guerre, et vous savez que dans sa fameuse allocution du mois de mars, quand il nous a annoncé le premier confinement, il revient, je crois, à 7 reprises sur le terme du mot guerre. Bon, pour faire une guerre, il faut avoir en face de soi un ennemi. Or, un virus, ça ne pense pas. Un virus, en fait, c'est un type d'organisme, pas exactement un animal, pas non plus exactement un végétal, bref, c'est un type d'organisme qui est en fait programmé pour faire un certain nombre de choses. En particulier pour échanger ses gènes avec d'autres virus, d'ailleurs, d'où le problème des mutations. Mais donc, ce n'est pas un ennemi, on ne peut pas lui attribuer une pensée. Bon, donc ça, il y avait déjà quelque chose d'un petit peu faux là-dedans. Mais surtout, qui dit urgence plus que guerre, dit effectivement d'être capable de réagir à une situation d'urgence. Et c'est là où ça repose la question de la logistique. Car à partir de l'expérience de la guerre, la logistique s'est beaucoup développée. Alors elle s'est développée dans les grandes entreprises, elle s'est aussi développée dans les systèmes d'urgence. Vous savez qu'on avait en France quelque chose qui s'appelait autrefois le plan Orsec, et qui permettait à ce moment-là au pouvoir politique de tout gérer pour faire face à une urgence. Et là, on voit tout d'un coup que ce savoir-faire s'est perdu. Et ce qui est encore plus intéressant, et peut-être qui nous interpelle encore plus, nous n'avons pas eu les capacités de mobilisation industrielle que nous avions eues, par exemple, lors de la Première Guerre mondiale. Vous savez, lors de la Première Guerre mondiale, quand les hostilités commencent, en août 14, eh bien, en réalité, la France est très mal préparée à ce conflit. Mais sous le choc du conflit, sous le choc des premières défaites, lors de ce qu'on appelle la bataille des frontières, eh bien, l'armée, mais aussi l'ensemble de la société, va s'ajuster extrêmement rapidement à cette situation. Il va y avoir toute une série d'innovations qui vont être introduites, ce qui fait que, militairement, l'armée qui se bat sur la Marne, quelques semaines donc après le début de la guerre, n'est déjà plus l'armée qui s'est battue lors des batailles des frontières, mais que, deuxièmement, le système économique français s'est déjà ajusté, et il continuera de s'ajuster de manière très spectaculaire, donc aux nécessités du conflit, aux nécessités logistiques du conflit. Il y a là je dirais une base d'expérience tout à fait passionnante, qui d'ailleurs n'est pas propre qu'à la France, parce qu'on retrouve des phénomènes du même ordre en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux États-Unis quand ils entreront en guerre, effectivement, en Russie. Et là, on voit qu'en réalité, il y a énormément d'idées qui ont été dominantes au XXe siècle, voire au début du XXIe siècle, comme l'idée de planification, qui sont nées de l'expérience de la Première Guerre mondiale. Or, on voit que ce type d'expérience a été complètement oublié, alors par les politiques, mais aussi par les administrations, et que, d'une certaine manière, la France n'a pas été capable, en tant que système politico-administratif, de produire l'équivalent de cette mobilisation
face au coronavirus. Alors en fait, les deux entretiennent des relations très étroites, mais qui peuvent être aussi conflictuelles. Effectivement, un système doit être capable de s'adapter, sinon il meurt. Et on le voit, en particulier dans le cas des conflits, les armées qui ont su s'adapter le mieux et le plus vite sont les armées qui ont émergé de ces conflits comme les armées de vainqueurs. Prenons le cas, par exemple, l'armée allemande. Elle arrive préparée de manière, alors à la fois théorique, pratique, tactique essentiellement, de manière remarquable dans le second conflit mondial, mais elle n'évolue très peu. En fait, l'Allemagne a démontré de très faibles capacités d'évolution dans le cadre du conflit. Ce sont plutôt les armées de conscription, l'armée américaine, mais aussi l'armée soviétique, qui démontrent des capacités d'évolution qui sont tout à fait remarquables. Par exemple, l'armée soviétique, qui se bat en novembre 1941 pour défendre Moscou, n'a rien à voir avec l'armée soviétique qui a été défaite en Biélorussie et en Ukraine en juin et en juillet de la même année. De même, l'armée soviétique qui lance la contre-offensive autour de Stalingrad et qui va, d'une certaine manière, capturer une grande partie de l'armée allemande qui était à Stalingrad, l'armée de von Paulus, n'est plus non plus l'armée qui se battait devant Moscou. Elle a déjà évolué. L'armée soviétique qui conduit l'offensive Bagration en Biélorussie et en Pologne en juin et au début du mois de juillet 1944, n'a rien à voir, ou disons, a énormément évolué par rapport à l'armée de Stalingrad et encore plus par rapport à l'armée de Moscou. Donc oui, ces armées de conscription, et on peut dire un peu la même chose pour l'armée américaine, il ne faut pas oublier que les États-Unis ont subi des défaites tactiques mémorables dans les 6 premiers mois de la guerre, mais pas après. Il y avait évidemment la force de leur logistique, mais aussi la capacité à apprendre de ses erreurs et à apprendre de ce que l'adversaire savait le mieux faire. Donc ça, c'est un point important. Il y a un cas un petit peu intermédiaire d'une armée qui évolue, mais qui évolue lentement. C'est une armée à structure professionnelle au départ, qui devient une armée de conscription, c'est l'armée britannique. Donc, on voit que l'évolution, elle est extrêmement importante, mais cette évolution implique néanmoins des cadres directeurs qui soient capables de planifier la direction dans laquelle va cette évolution et surtout d'assurer constamment la fourniture des matériels nécessaires à ce que cette évolution ne soit pas simplement des mots, mais se traduise dans des actes, dans des pratiques, si vous voulez, et dans une capacité de combat. Et donc c'est là où intervient évidemment la planification. Et on voit bien que chaque fois qu'il y a une nouvelle évolution, la planification est obligée de s'ajuster, bien entendu, mais c'est la puissance de cette planification qui permet justement à l'évolution de continuer et de pouvoir chaque fois se renouveler. Oui, je pense que oui. Je pense par exemple qu'il aurait fallu à la fois faire preuve d'innovation dans la pratique médicale, et ça a été fait d'ailleurs. Les hôpitaux se sont remarquablement bien adaptés à l'afflux brutal de malades en réanimation. Tout le monde reconnaît aujourd'hui dans le milieu médical et même dans le milieu gouvernemental que cette capacité d'adaptation des hôpitaux français a évité au système hospitalier une rupture totale fin mars, début avril, mais il fallait que cette capacité d'adaptation soit soutenue par la mobilisation d'un système productif. Alors on le voit, le problème des masques, si le gouvernement avait lancé immédiatement une mobilisation sur la question des masques, on n'aurait pas été obligé de mentir comme on l'a fait aux Français
en prétendant que les masques n'étaient pas nécessaires, pour après dire que les masques étaient tout à fait obligatoires. Il y a toute une série d'épisodes. Il y a eu le même épisode sur les tests, les réactifs des tests. Aujourd'hui, on a le même épisode, non pas sur le vaccin, mais sur le séquençage génique, où on se rend compte que la France est en retard. C'était parfaitement, d'une certaine manière, déterminable dès la fin du mois de mai ou le début du mois de juin. Et il fallait mettre immédiatement un effort économique important de ce point de vue-là. Mais si on regarde un petit peu, je dirais, en arrière, cette crise épidémique, elle était prévue. En réalité, il y a eu toute une série de réunions au niveau gouvernemental autour de 2003-2004 pour envisager la possibilité qu'une grande épidémie touche la France. Donc, c'était connu des responsables. On avait commencé à constituer des stocks, on avait commencé à constituer des capacités de réserve. On voit que, grosso modo, de 2007, autrement dit, de l'arrivée à la présidence de Nicolas Sarkozy à 2017, eh bien, on a laissé toute cette accumulation de moyens partir au fil de l'eau et on s'est retrouvé très dépourvu. D'ailleurs, point intéressant, M. Salomon, bon, qu'on peut beaucoup critiquer par ailleurs, mais il a dit une chose extrêmement importante. En 2017, quand Emmanuel Macron a été élu, il lui a dit que la France n'avait plus les stocks nécessaires de masques pour faire face à une grande épidémie de maladies respiratoires. Donc, on voit tout de suite le problème. Et là, si on avait réellement raisonné sur cette question, eh bien, on aurait fait des stocks préparatoires en matière de matériel, donc des masques, et on aurait mis l'argent nécessaire, qui n'était pas d'ailleurs extrêmement important comme somme. Il fallait préparer des moyens en termes de respirateurs, parce qu'on se doute bien que dès qu'il y a une maladie d'ordre respiratoire, eh bien, ça va imposer une respiration forcée pour un certain nombre de patients. Donc il fallait des respirateurs. Et puis surtout, il fallait du personnel. Alors, bien sûr, ça n'a pas beaucoup de sens de dire « oui, nous n'avions que 8 000 lits de réanimation, il en fallait 24 000, 25 000 ». On ne peut pas tenir comme ça de manière générale. Ce qu'il fallait, c'est que dans le système hospitalier français, nous ayons la possibilité de passer des 8 000 lits qui sont tout à fait suffisants en période habituelle au triple, voire au quadruple, en ayant déjà le personnel formé pour cela. Et là, si vous voulez, on peut tracer une analogie directe avec ce qui se passe dans le domaine militaire. Très souvent, la limite à l'expansion du nombre de lits de réanimation, c'est le manque de personnel, de personnel formé. Ce n'est pas un manque de personnel dans l'absolu, mais c'est du personnel formé. Ce que l'on aurait dû faire, et cela dès les années 2005-2006, c'était dire à des médecins, dire à des infirmières, qui pouvaient être parfaitement dans le système libéral par ailleurs, vous acceptez de venir vous former régulièrement aux pratiques de la réanimation. Donc vous allez passer, disons, 1 semaine par trimestre dans un service de réanimation où vous apprendrez, puis vous entretiendrez après vos gestes thérapeutiques qui sont nécessaires. L'État va vous compenser pour cela. Et quand on aura besoin de vous, on vous appellera à ce moment-là pour former le personnel dont on aura besoin pour monter de 8 000 à 16 000, 24 000, voire plus de lits de réanimation. Ce système, il existe dans le domaine militaire, en particulier aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle la garde nationale, dont une partie vient de l'armée, ce sont des anciens militaires qui retournent dans la vie civile, mais qui acceptent, alors c'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle aux États-Unis les combattants du week-end, mais ils acceptent de passer 1 à 2 week-ends par mois dans des unités militaires où ils entretiennent leur
savoir-faire, leur capacité, ce qui permet aux États-Unis de démultiplier les moyens de son instrument militaire en cas de crise. Et par exemple, quand il y a eu la crise au Koweït, quand il y a eu justement la première guerre du Koweït, eh bien là, les États-Unis ont mobilisé massivement une partie de la garde nationale, et en particulier de la garde nationale aérienne, ce qu'on appelle l'ANG aux États-Unis, ce qui a donné aux forces, je dirais, aériennes, militaires, traditionnelles américaines, ce qui a donné un appui en termes d'avions de transport, d'avions ravitailleurs, de soutien technique, etc. Bon, c'est ce type de choses qu'il faudrait penser pour faire face à des épidémies. Autrement dit, des personnels qui, évidemment, en temps normal, font tout à fait autre chose. Enfin, disons, bien sûr, sont des infirmières ou des infirmiers, médecins, mais disons, ils ne travaillent pas dans des services d'urgence, ils ne travaillent pas dans des services de réanimation, mais ils gardent les savoir-faire et ils les entretiennent de manière régulière, ces savoir-faire, contre compensation financière qui est offerte par l'État, de manière à ce qu'ils puissent être brutalement rappelés dans ce domaine-là particulier quand il y a un besoin d'urgence. Alors oui, mais je pense que ça sera de manière indirecte. On va bien voir qu'il y aura très certainement un débat sur la gestion passée de la crise sanitaire, dont on peut espérer, je dis bien espérer, on n'en est pas sûr, être sorti en 2022. Bon, il y aura d'autres questions qui se poseront. Le rapport à l'Union européenne, le rapport à la monnaie unique. Chaque fois, en réalité, ce qui sera posé comme question, c'est de savoir où voulons-nous aller? Question évidente. Et pourquoi voulons-nous aller dans cette direction? Et ça, c'est le débat absolument essentiel qui doit avoir lieu lors de l'élection présidentielle. On ne doit pas avoir une élection sur le comment, parce que le comment, bon, je ne dis pas qu'il ne soit pas important. Bien sûr que c'est important de dire comment on va faire les choses, bon, mais globalement, le comment, c'est plutôt une question de technicien. La question qui est politique au premier chef, c'est la question du pourquoi, et donc de l'échelonnement temporel pour aller du point A au point B. Mais il faut passer par A1, A2, A3, A4, A5. Comment on le fait? À quelle vitesse on le fait? Est-ce qu'on peut chercher à sauter une ou deux étapes? Est-ce qu'au contraire, il faut respecter strictement des étapes? Toute une série de questions auxquelles on ne peut pas répondre avant que ces questions soient posées, naturellement. Mais ce sont toute cette série de questions qu'il faut avoir à l'esprit. Et surtout, il va falloir se poser la question du potentiel industriel de notre pays. Car on ne peut pas, d'une certaine manière, dire la France doit se préparer à faire face à des crises, alors que ce soit des crises sanitaires, des crises politiques au sein de l'Union européenne, une crise financière avec possiblement une sortie de la monnaie unique, une sortie de l'euro, sans se poser de manière importante la question du potentiel industriel et sans se demander, mais si on prend telle option, pourquoi le fait-on? Est-ce que ça va nous permettre de réaliser de manière plus facile les objectifs généraux que l'on s'est fixés et à partir de là aussi se poser la question, dans un pays moderne, est-ce qu'il est possible d'avoir une économie qui est à 80% ou 90% une économie de service? Ou faut-il, à la fois pour des questions d'unité sociale, pour des questions de rémunération des gens, pour des questions de capacité justement de réponse à des événements imprévus, maintenir un secteur industriel important? Mais si on doit maintenir un secteur industriel important, alors évidemment se pose la question de l'Union européenne à cause des règles de concurrence, se pose la question de l'euro à cause des questions de compétitivité de la production industrielle par rapport
à d'autres pays. Donc oui, je pense que d'une certaine manière, ce débat sur les impératifs stratégiques et ce débat sur l'importance de la stratégie qui redonne d'une certaine manière, je dirais, toute son importance aux politiques, va se poser. Vous savez, quand Georges Clemenceau, en 1917, dit « La guerre est une affaire trop sérieuse pour être laissée aux militaires », de quoi parle-t-il? Il parle de stratégie. Il ne parle pas de tactique. Sur la tactique, il est tout à fait d'accord pour laisser le champ libre aux militaires. Mais ce qu'il dit, c'est que dès que l'on parle de stratégie, dès que l'on tente de penser une stratégie, alors se posent immédiatement des questions politiques. C'est là où le pourquoi devient bien plus important que le comment.